du coup, moi, c'est pire qu'Arnaud, en fait. Hein. Moi, je me lance dans un truc que j'ai absolument jamais fait. Mon champ de recherche, c'était plutôt celui de Karl Nikas, en fait, historiquement. Et par contre, qui est quand même issu d'un passé d'enseignement, en fait. Hein. C'est là où j'ai commencé à réfléchir, et voilà. Alors, c'est très imparfait, mais c'est un début. Et donc, la question, c'est quelle recherche pour caractériser les ressources en bois dans le contexte des transitions de la filière bois vers la bioéconomie forestière. Question que Yana, elle m'a dit, tu veux parler de quoi? J'ai essayé plusieurs trucs, elle m'a dit ça va pas, ça va pas, ça va pas, elle m'a dit ça va. Voilà. Alors, du coup, hein, vous retenez la question, quelle recherche pour caractériser les ressources en bois? Alors, première chose, le cadre, en fait, en général, dans lequel on se place, c'est ce qu'on appelle l'inventaire forestier. Donc, on parle de caractériser les ressources en bois. Première chose, c'est des volumes. Donc, l'inventaire forestier ou la modélisation de la croissance forestière, c'est un cadre bien connu des sciences forestières qui consiste à se poser la question de comment on caractérise des volumes, puis après peut-être des biomasses, peut-être des tonnes de carbone, peut-être des choses, et ça relève des disciplines de l'industrie, de l'inventaire. Et on en a déjà parlé, on les a vus dans l'exposé de Alexis, etc. Et puis, une autre question qui est assez prégnante en ce moment, c'est comment ces volumes, ces biomasses, etc., ça change avec les facteurs environnementaux à la sylviculture, et ça, c'est la modélisation de la croissance forestière. Donc ça, c'est un cadre un peu conceptuel historique hein, de l'évaluation des ressources, c'est les relations station, croissance, production, qualité des bois. Donc je vais commencer par vous dire un petit mot, parce que c'est quand même important de savoir d'où on vient. Alors, ma curiosité sans limite, je me suis dit, ben, il y a un mot-clé, c'était qualité des bois, donc wood quality. Comment ça se comporte, ça, dans la littérature scientifique? J'ai regardé ça dans le titre, parce que j'avais pas envie, parce que dans les topics, ça peut être très très large. Donc, j'ai regardé quels étaient les papiers, hein, c'est quand même assez restreint, qui citaient wood quality dans le titre depuis 1990. Donc, le WAS m'a renvoyé 324 papiers, et je les ai regardés, parce que 324, on peut les regarder quand même vite fait à l'œil, quoi. Les papiers les plus cités, et qui sont souvent un peu dedans, enfin, déjà, j'ai pas fait des statistiques, mais qui sont clairement, quand on les classe par citation, qui sont les plus cités, c'est des papiers qui travaillent sur la génomique de la qualité des bois, sur des essences majeures de la forêt cultivée, enfin, je veux dire, l'eucalyptus, le pilier, etc. Je pense que ça ne vous étonnera pas, à votre mesure, vous voyez de quelle littérature il s'agit. Le papier le plus cité, c'est celui-là. Après, j'ai regardé la liste pour voir qu'est-ce qui n'était pas de la génomique, là, tout ça. Et donc, je suis tombé sur un papier un peu original, que Fleur d'ailleurs m'avait déjà mentionné, qui est autour d'un enjeu des forêts complexes. Donc c'est la qualité des bois dans les forêts complexes par rapport aux forêts régulières et monospécifiques. Voilà, un papier de Hans Pretsch qu'on connaît bien. Et puis il y a un thème aussi assez prégnant, c'est tout ce qui est caractérisation non destructive ou caractérisation de la qualité des bois, donc des enjeux plutôt métrologiques. Voilà ma petite annonce. Ça c'est l'évolution du nombre de papiers. C'est marrant parce que moi je m'attendais à ce qu'il soit plutôt en déclin et en fait il augmente, mais je suis sûr que si on fait un vrai test, je pense qu'il augmente beaucoup moins, c'est depuis 90, hein, il augmente beaucoup moins que la littérature scientifique, donc je pense que mon analyse, mon idée a priori n'est pas idiote. Quoi. Je pense pas que ça soit un sujet qui soit particulièrement en émergence, c'est même pas plus dire. Alors un petit mot quand même sur le papier de Hans Pretsch parce que j'ai trouvé un peu rigolo, du coup je l'ai lu. Donc voilà, donc Hans Pretsch il fait une espèce de revue à une perspective, hein, il fait une espèce de méta-analyse sur une centaine de papiers. Et alors il sort toute une liste, on y reviendra, qui est assez marrante. Là il y a un tableau où alors c'est de la méta-analyse, donc il y a de la biblio, et donc il a mis tout un tas de critères, il y a toute une liste de variables. Et là-dedans il y a des proxys. Alors il y a des trucs marrants, par exemple, il prend des critères. Il justifie un petit peu dans la publi, mais par exemple sur des critères qui sont très très dendrométriques. Hein, c'est la roundness of crown, voilà, des choses qui sont très géométriques en fait. Il appelle ça lui des proxys de la qualité du bois et après on regarde comment si c'est bon ou pas bon. Enfin après il compare entre un avenage et enfin monoculture régulier ou bien forêt complexe. Et en fait si vous regardez en général c'est pas très bon pour les forêts complexes tout ça. Donc ils disent, en fait, la conclusion, c'est que c'est pas très bon quand même. Hein. Une forêt monospécifique et régulière pour la qualité du bois, c'est plutôt mieux. Mais dans la conclusion, ils tempèrent en disant, première chose, c'est on a bien travaillé la sylviculture dans les forêts complexes pour la qualité du bois, on a travaillé dans les forêts les autres, quoi, les forêts monospécifiques et écuyennes. Puis après, il dit aussi faire attention parce que les forêts complexes, ça veut dire qu'on a des plages de variation, c'est-à-dire qu'on va avoir une variation, enfin un range de propriétés de variation beaucoup plus grande. Et en fait, on va aussi trouver du très très bon. Donc finalement, l'enjeu, ce sera de trier tout ça. Et voilà, et donc il n'y a qu'à trier. Alors je reviens après ce petit aparté, gardez-le dans la tête, je reviens sur qu'est-ce que ça veut dire wood quality, qualité des bois.
Donc là, je vais faire référence à un papier Makelaya 2010, qui est relativement même pas très vieux, mais en fait, c'est des idées qui sont pas neuves. Alors, la qualité des bois, quand on parle qualité des bois, normalement, hein, on doit faire, c'est un rapport à un usage. La qualité des bois, c'est la qualité des bois pour un usage. Et donc, historiquement, la qualité des bois, c'est défini par, c'est un peu la qualité de la matière première pour être transformée ensuite en produit que les consommateurs vont utiliser. Et donc, dans cette publication-là, on se pose la question de comment on va représenter la qualité des bois dans les modèles de gestion forestière. On distingue les facteurs qui conditionnent la gestion forestière, donc mettons la sylviculture, les facteurs environnementaux et la génétique. Au milieu, vous avez la qualité des bois qui est représentée par des propriétés objectives matérielles des bois. Puis après, vous avez des procédés, et dedans, vous avez des paramètres de process qui, du coup, ont besoin d'informations sur ces propriétés matérielles. Et tout ça combiné, ça vous fait la propriété finale, la qualité de bois, qui est la qualité du produit consommé. Alors, il y a un petit peu des flèches de rétroaction, tout ça. Alors, moi, je trouve ce graphique, il me paraît assez logique. Il a un gros inconvénient, à mon avis, c'est qu'il n'insiste pas du tout sur le fait qu'il y a plein d'interactions entre tout ça. On a l'impression que c'est simple, que c'est une chaîne linéaire et que vous savez qu'à la suite. Mais ceci dit, ça permet quand même de... Enfin, ça vous dit en tout cas comment on a toujours représenté les choses. Alors si on fait ça, on accepte, on se met dans la case du milieu, là, et puis on dit la qualité des bois, c'est défini par une série de propriétés objectives, mesurables, sur la matière première, sans se préoccuper du procédé, sans se préoccuper de la sylviculture. On a un bout de bois, on mesure des trucs dessus. Il y a quand même tout un tas de questions là-dessus. La première question, c'est d'abord qu'est-ce qu'on peut mesurer? Quelles propriétés on mesure? Donc on a vu sur vos plateformes, vous mesurez des trucs. Comment vous choisissez les trucs que vous mesurez? On en parlera un peu après. Et Fresh, lui, il parle de proxy. Moi, des fois, je ne peux pas mesurer, mais j'utilise finalement des modèles de représentation, des données empiriques pour dire je ne peux pas mesurer le vrai truc, mais je mesure un truc qui me permet de le prédire. Donc voilà. Donc vous voyez toute cette question. Quelle propriété on mesure? Si on ne peut pas la mesurer, qu'est-ce qu'on utilise comme proxy, comme indicateur? C'est une première question. Deuxième question, quand on voit le bois là à côté, cet éclaté là qui est bien connu, c'est à quelle échelle on la mesure? Donc ça aussi sur vos plateformes, c'est très clair, on mesure à plein d'échelles. Et traditionnellement, dans la littérature un peu techno-historique, on mesure beaucoup de choses sur ce qu'on appelle le peer wood, le bois sans défaut. Mais le bois sans défaut, c'est pas non plus l'échelle de la paroi cellulaire. Le bois sans défaut, c'est quelques centimètres cubes qui correspondent à l'absence de macro-singularité, c'est-à-dire c'est l'échelle en dessous du tronc, là, le premier truc avant que vous arriviez à l'échelle cellulaire. Et puis, par contre, quand on utilise le bois, notamment massif, là, évidemment, on peut avoir envie de mesurer la propriété à l'échelle de l'arbre entier avec ses nœuds et les restes. Question suivante qui a beaucoup occupé toute la littérature sur la qualité des bois, c'est quel modèle? Alors, quelles observations empiriques, c'est une chose, mais après, comment on représente ces observations empiriques dans des modèles un peu plus théoriques de variation dans une ressource. Alors, à ce niveau-là, on discutera après ressources, mais là, on va dire ressources, c'est une population d'arbres, susceptible de servir à quelque chose, et comment on fait des modèles de variation des propriétés? Est-ce qu'on fait du phénoménologique, c'est-à-dire on prend les données empiriques et puis on ajuste des modèles dessus? Alors, empirique, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, un phénoménologique, il peut y avoir des idées derrière de modèles tout à fait réfléchis. Moi, je viens d'une discipline qui s'appelle la mécanique. Tout est phénoménologique. Tout ce que vous a montré Karl Niklas avec des relations partout, c'est que du phénoménologique. C'est empirique, c'est vrai, non, c'est pas. Pour évaluer les propriétés mécaniques d'une pièce de bois, on n'a pas besoin de connaître le comportement des atomes. Il y a des modèles phénoménologiques. Donc, les modèles phénoménologiques. Après, évidemment, on a envie de comprendre les mécanismes. Donc, on fait du fonctionnel. Moi, j'appelle ça le fonctionnel physio. C'est-à-dire de comprendre comment les propriétés du bois résultent des mécanismes de sa formation par le cambium, ou de sa durabilisation après, parce qu'on ne peut pas s'arrêter qu'à la formation du bois. Et puis, deuxième truc, j'appelle ça le fonctionnel écolo, c'est-à-dire que les propriétés du bois découlent de l'adaptation des arbres à leur environnement et de l'adaptation du bois à sa fonction dans l'arbre. Ça peut être trois types d'approches, qui sont d'ailleurs intéressantes à combiner, qui peuvent vous donner des idées de comment varie le bois. Alors, si on regarde concrètement qu'est-ce qu'on trouve dans la littérature, première chose bien connue de la littérature un peu historique, il faut s'appuyer sur des données, c'est l'espèce. Premier facteur de variation des propriétés du bois, quand on ne sait rien d'autre, quand même, on sait que on achète du sapin, on achète du chêne, c'est pas la même chose. L'espèce,
c'est un peu formalisé par des fiches essences, des fiches espèces. Aujourd'hui, c'est un savoir qui n'évolue pas beaucoup, parce qu'on ne caractérise pas des nouvelles espèces tous les jours, maintenant d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est le CIRAD qui a récupéré ce savoir-faire, parce que traditionnellement, au CIRAD, on faisait des grands atlas de bois tropicaux, on avait beaucoup d'espèces, et donc ils ont récupéré les bases de données des bois tempérés qui avaient été faits autrefois par le CTDA, et ça se traduit par des fiches comme ça, qu'on peut trouver en ligne assez facilement. Les données espèces, elles sont comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, les fiches tropiques, il n'y en a pas tant que ça, des espèces tempérées. Ce qui fait que finalement, notre base de connaissance des espèces est assez limitée. Si vous regardez sur Internet, il y a plein de sites qui vous proposent des données d'essence, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire que c'est clair, c'est la base de données. Enfin, Salomé qui a fait un petit travail, on s'en rend compte. Finalement, on n'a pas, on les réanalyse pas souvent, ces données, on les enrichit pas beaucoup. On peut se dire. Alors, une fois qu'on avait fait les variations entre espèces, alors, si vous réfléchissez, ça n'a rien de normal. Il faut se concentrer sur les espèces biologiques, c'est comme un critère qui garantit que les arbres sont capables de se reproduire. C'est ça la définition d'espèce. Pourquoi ça voudrait dire, il y a tout un raisonnement théorique intéressant, pourquoi ça voudrait dire que leur bois a une même qualité? C'est intéressant. Et les Asiatiques, ils savent ça depuis longtemps, parce que par exemple, sur l'application qui s'appelle Dark Red Meranti, c'est quelques centaines d'espèces, une cinquantaine au moins d'espèces de diptérocarpes placés. Ça fait longtemps qu'ils ont compris que l'espèce, c'était pas un truc. Quand on avait beaucoup d'espèces, on avait intérêt à y en avoir plus. Surtout quand elles avaient des propriétés proches. Deuxième source de variation, une fois qu'on a fait l'espèce, qui est très très prégnante et qu'on se tape tout le temps, c'est la variation à l'intérieur de l'arbre. Qu'on observe, même sur des clones, même dans des environnements homogènes, dans un même arbre, vous avez toujours des propriétés du bois qui varient. Le truc le plus commun, c'est ce qu'on appelle le bois juvénile. Plus exactement, si on ne veut pas, parce que juvénile, ça peut être un mot à connotation biologique, il y avait un petit lien peut-être avec mature et juvénile, on pense à l'histoire de reproduction, ça n'a rien à voir. Le bois juvénile, c'est le fait que les propriétés du bois varient quand le bois est formé par un cambium jeune vers le bois qui est près de l'écorce et qui est formé par un cambium vieux. Donc le bois juvénile est le plus vieux de l'arbre. Ça. Le bois juvénile, c'est celui qui est formé au cœur de l'arbre, dans un petit arbre, dans un petit cambium, un jeune cambium. Alors, c'est pas une blague d'un point de vue technologique, ces trucs-là, parce que la longueur de fibre, qui est un critère assez essentiel pour les papetiers mesurés depuis toujours, vous voyez, ça varie quand même presque de 1 à 2, assez facilement, sur des eucalyptus qui, par ailleurs, ont été sélectionnés, homogénéisés, on ne peut pas faire plus homogène que ces conditions de plantation au Congo, et pourtant, après avoir fait tout ça, vous avez encore des variations de 1 à 2 dans la longueur de fibre. Alors là, on rigole, on dit dommage pour le modèle industriel qui espérait que des forêts simples donneraient du bois homogène. Eh bien non, ça ne marche pas, vous êtes toujours emmerdé par quelque chose. Donc, infra-arbre, espèce, et puis entre les deux, il y a toutes les variations entre arbres. Et alors, le canal historique de la qualité des bois, j'ai rappelé l'Airfob Info et Gérard Nedveux surtout, mis en place par, ici, vous êtes dans le temple de la qualité des bois, canal historique, par Hubert Polge, et puis après René Keller, et puis Gérard. Le cadre conceptuel, que moi j'ai mis très longtemps en fait à comprendre pourquoi pourquoi de ce truc, c'est une propriété du bois. Alors du bois sans défaut, c'est une fonction de la largeur de cerne, de la vitesse de croissance et de la position dans l'arbre. Comme je vous ai montré que c'était le truc Pradel qui marchait souvent, c'est ce qu'on appelle l'âge cambial. Donc vous comptez en centimètres ou en années, mais quelque chose qui vous compte si l'âge du cambium au moment où le bois s'est formé. Donc ça, c'est le truc de base, en fait. On part du principe qu'il y a un modèle théorique qui est qu'une propriété du bois, c'est une fonction de ça. Puis après, vous raffinez. Alors, aujourd'hui, on rajouterait des facteurs environnementaux, des facteurs génétiques, etc. Bon, dans le canal historique, on fait des effets sites, des effets arbres. Ça a été aussi l'avènement du modèle mixte qui permettait statistiquement de prendre ça en compte comme il faut, etc. Alors, puis, vous voyez ici un truc très connu, c'est la relation entre largeur de cerne et densité du bois sur des chaînes de tronçons éclaircies, voilà, qui est assez célèbre. Donc voilà le cadre conceptuel historique. Puis si vous voulez rajouter le bois avec défaut, vous rajoutez des modèles de branchaison, donc vous rajoutez des modèles de nodosité. Et ça vous permet de passer, par rapport au modèle tout à l'heure, là vous avez les propriétés du bois à droite, là, et puis ça vous fait le lien entre ce qui est à gauche, qui sont les propriétés de la forêt, et puis les propriétés du bois. Alors moi, je me demandais pourquoi, je me rappelle, j'avais demandé à Gérard, il m'avait regardé avec des gros yeux, j'avais dit, mais pourquoi ça marche? Pourquoi une propriété, ça serait forcément une fonction de la largeur de cerne et de l'âge cambial?
Il m'a jamais vraiment répondu, j'avoue. Et en fait, j'ai compris à un moment, c'est vachement malin ce truc-là, parce que ça vous permet en fait d'utiliser tout votre savoir-faire en termes de modèle de croissance, parce que finalement, ces inputs, c'est typiquement les outputs de modèle de croissance. Donc si ça marche, et en fait, empiriquement, on voit bien que ça marche facilement, ben, c'est finalement vachement bien, parce que vous êtes vraiment dans la logique station, stabilité, etc., et ça marche. Alors, l'application qui se pose à un moment, c'est est-ce que ce cadre est robuste? Et notamment, au début, on dit ça marche parce qu'on l'ajuste sur des données d'observation, mais aujourd'hui, on est dans un monde complexe et incertain. Donc, notamment, comment ça va se passer dans des forêts plus complexes, et en tout cas des forêts qu'on n'a pas sous la main pour ajuster les modèles empiriques. Nouvelles essences, forêts hétérogènes, forêts mélangées, climat qui change, etc. Alors évidemment, ça veut dire que on dit ouais, mais tous vos modèles phénoménologiques sont quand même, les théories ne sont pas forcément très robustes, en tout cas vous n'avez pas trop le moyen de le dire. Là, il faut y ajouter des modèles plus mécanistes pour être sûr que ces propriétés, elles émergent en fait des modèles mécanistes, qu'elles ne sont pas juste des trucs ajustés empiriquement. Alors donc, le but, c'est de passer des données sur la croissance et la survie, impactées par des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux, à ces données de qualité, pour l'instant décrites par une flopée de propriétés objectives et qu'on mesure. Alors avant, on avait donc cette façon de passer directement de l'un à l'autre. Si vous voulez le faire avec des modèles mécanistes, moi, je pense qu'il faut se poser la question de ces propriétés de qualité qui sont quand même en rapport souvent retrait, rigidité, durabilité, etc., avec des propriétés technologiques liées à des process de transformation. On a tout intérêt à les relier à quelque chose qui va être plus facile à relier à la biologie de l'arbre, qui sont les structures, et donc l'anatomie, donc l'arrangement cellulaire, la chimie, les propriétés des parois, etc. Et puis les nœuds, etc., si vous êtes sur des échelles plus macro. Et ça, après, vous le reliez à la biologie du bois, et là, vous pouvez y mettre donc, ce qu'on appelle la xylogénèse, toujours. Et donc là, vous pouvez imaginer comprendre les mécanismes avec des effets explicites des facteurs génétiques ou environnementaux. Et vous pouvez aussi, d'ailleurs, vous poser la question, la biologie du bois, comment elle impacte la croissance, la survie, etc., puis comment elle impacte les structures, et puis finalement, c'est la façon de boucler les machins pour avoir des modèles mécanistes. C'est pas les mêmes personnes qui font les mêmes, donc ça... Là, c'est plutôt des biologistes, et puis les relations structure-propriété, c'est plutôt des gens, des sciences des matériaux, en fait, qui font ça, parce qu'il y a des modèles liés à tous les matériaux, c'est pas quelque chose qui est spécifique au bois, pour tous ces trucs-là. Avec des allers-retours entre les deux. Alors, rapidement, d'ailleurs, Karl Niklas, il l'a dit, il dit la différence entre les propriétés, il a dit quoi, entre la physique et la biophysique, et tout comme ça, c'est que quand vous avez un objet bio, là, comme les arbres, un objet vivant, vous choisissez pas, c'est pas vous qui choisissez les process de fabrication, vous contrôlez rien. Alors c'est vrai que dans la logique des matériaux, quand vous faites des travaux de recherche structure propriété, parce qu'après, dans le process de fabrication, vous allez contrôler la structure, et puis après, comme ça vous donnera les propriétés. Donc souvent, cette logique-là dans le bois, et par exemple avec Gérard, c'est une prise de tête sans fin comme plus jeune, vous ne voyez pas l'intérêt de faire de l'anatomie et tout comme ça, parce qu'en gros, pour lui, l'anatomie, on ne la contrôlait pas en fait. Vous ne voyez pas l'intérêt. Il disait, moi, je mesure la propriété, puis c'est bon, puis je fais le modèle de croissance, c'est pas de problème. Alors, moi, je me suis demandé pourquoi enfin, moi, j'avais la conviction que ça servait à quelque chose, puis je trouvais ça intellectuellement marrant, la relation structure-propriété. Et donc, rapidement, je me suis mis dans la tête que c'était vachement utile parce que ça permettait de comprendre des corrélations entre propriétés. C'est-à-dire, j'ai une flopée de propriétés, et quand je les mets dans une moulinette, il y en a plein qui sont corrélées entre elles. Eh bien, pourquoi elles sont corrélées entre elles? Est-ce qu'il y a une causalité là-dedans, l'interprétation? Ça, c'est typiquement parce que c'est des structures communes. Enfin, la même structure, elle va imposer un module d'élasticité, un module de cisaillement, etc. Et donc là, vous voyez un article un peu célèbre là, de Jérôme Cham, qui avait récupéré toute une base de données techno, pour chaque point, là, c'est une espèce, toute une base de données techno où il avait des propriétés mécaniques, module d'élasticité, module de rupture, résistance, c'est quoi déjà sur c'est la ténacité, voilà, et puis l'autre c'est la résistance dynamique, enfin tout un tas de propriétés mécaniques. Et il montrait que tout ça c'était très bien corrélé à la densité. Et son explication, son interprétation, on va dire, c'est le petit rond là qui est là. Il avait fait un Worldwide Wood Economic Spectrum, comme il y a vu juste avant le Leaf Economic Spectrum, donc une vision d'écologie en fait, qui dit en fait, vous prenez toutes les propriétés du bois, et c'est pas difficile. Pourquoi elles sont corrélées? C'est parce qu'en fait, il y en a qui sont des propriétés qui permettent aux plantes de mieux utiliser les ressources, il y en a qui leur permettent, ça c'est le triangle de Gramme, ça,
de mieux résister au stress ou de mieux résister aux perturbations. Et alors, il m'avait mis toutes les propriétés mécaniques là, dans la résistance aux perturbations. Très honnêtement, j'ai jamais compris pourquoi c'était des propriétés de résistance aux perturbations. Mais après tout, l'idée était marrante, hein, j'avais pas de problème avec ça. Et surtout, nous, après, on a un peu démonté le truc en disant que dans ces corrélations, il y avait surtout des bases physiques, en fait. C'est-à-dire qu'un bouquin comme sur les matériaux cellulaires, qui n'est pas du tout fait pour le monde, hein, qui marche sur tous les matériaux cellulaires du monde, etc., avec des matériaux constitutifs de parois qui sont des polymères, du titane, tout ce que vous imaginez, et ben on retrouve des variations comme ça. Donc c'est pas du tout quelque chose lié à l'écologie du titane. C'est lié à la façon dont les matériaux cellulaires, c'est des machins avec des vides et des parois. Alors, mais ça n'empêche pas que la discussion est intéressante, d'ailleurs, je ne vais pas le développer dans notre article, qui développe un peu cette introduction. Alors, du coup, moi, ça amène à un moment une question, c'est, puisqu'on a une flopée de propriétés, et Gérard, il parlait de propriétés de base, est-ce qu'il n'y a pas quelques propriétés quand même fondamentales, parce qu'il va falloir qu'on choisisse, on ne peut pas tout mesurer. Alors, soit on connaît les corrélations, mais elles ne sont pas systématiques, ces corrélations. Donc, soit on connaît les corrélations, et puis, ok, on décide qu'il y en a 3-4, comme elles sont corrélées avec toutes les autres, on s'en va plus. Soit on décide qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres, il faut choisir. Alors, il y en a une fois qui fait absolument l'unanimité, c'est la densité du bois. Maintenant, on pense que tout le monde dit plutôt l'infradensité, parce que c'est un peu d'accord, ça aurait pu être une densité en autre humidité. Pourquoi? Pour quelle raison, hein, c'est que, de toute façon, c'est la propriété fondamentale pour passer des volumes en masse. Le carbone, n'importe quoi. Comme de toute façon, on inventaire en mesure des volumes, parce que je dis des fois, vous n'allez pas couper tous les arbres de la forêt pour les peser. Donc, vous êtes obligé de passer par le volume, et la densité, c'est la propriété de base. Avant même de parler de process de transformation ou d'usage du bois, c'est la propriété de base. Après, il faut choisir. Hein. Et après, en fait, le choix, je trouve qu'il n'est pas du tout si évident que ça. Et si vous réfléchissez à comment on les choisit, c'est intéressant. Je pense que des fois, on les choisit parce qu'on a l'habitude de mesurer celle-là. Et alors, évidemment, on ne les choisit pas. On a une grosse contrainte, c'est que déjà, on les choisit parce qu'on est capable de les mesurer. Et c'est clair que le choix, il va dépendre de ce qui est mesurable. Comme en plus on fait des variations, on a besoin d'en mesurer beaucoup. Donc évidemment, si en plus c'est facile à mesurer, c'est pas mal. D'où, par exemple, le succès des méthodes spectroscopie Champarouge ou d'autres. Alors évidemment, il ne faut pas non plus se laisser trop avoir avec ça. C'est-à-dire que les contraintes métrologiques, ça sert aussi de la recherche. C'est pour ça qu'on trouve d'ailleurs toute une littérature sur comment mesurer, un truc qu'on saurait mesurer très lentement, et on mesure mieux. Quand on a un scanner à rayon X, avant, pour avoir des données sur la branchaison, il fallait dépiquer la brume, à la fin ça épilait, puis du coup, on a un scanner à rayon X, et du coup, Francis est heureux, et on fait plein de mesures. Voilà. Donc il peut y avoir des verrous technologiques, en fait, qui se lèvent brutalement parce qu'on a un peu investi dedans. Mais il faut savoir choisir, hein. On est à ma question, hein, quelle recherche, etc. Il va falloir pouvoir choisir dans quoi on investit. Donc voilà. Alors ça, c'est un petit détail, c'est tant qu'à faire, c'est un peu ce qu'on a plaidé dans ce papier, tant qu'à faire, choisir des propriétés qui seraient physiquement indépendantes, c'est pas mal, parce qu'après, quand vous allez analyser leurs variations, si vous trouvez tout le temps des corrélations entre propriétés, c'est moins intéressant si vous prenez les propriétés indépendantes. On va y proposer 2-3 trucs, mais ça, c'est pas le plus important. Petite respiration à ce moment-là. On s'arrête un peu, on fait le bilan. De quoi je vous ai parlé? Je vous ai parlé de questions de recherche pour, alors je l'ai mis en un seul mot, l'inventaire des ressources forestières. Je vous ai parlé de ces propriétés du bois qu'on appelle qualité des bois. Densité, propriétés physiques et mécaniques, durabilité aux champignons, couleur. Je vous ai parlé aussi d'échelle, donc bois sans défaut, bois avec des nœuds, d'autres singularités. Puis on pourrait dire aussi, puisqu'on a parlé du bioraffinerie aussi, hein, propriétés chimiques très localisées ou très fines, une fois que le bois est déconstruit. Variation de propriétés. La question disait comment aborder, alors conceptuellement, mais aussi pour de vrai, ces problèmes dans les forêts du futur. La confrontation entre phénoménologie et modèle mécaniste, xylogénèse, parce que c'était le sujet depuis 2 jours, et puis relation entre, enfin c'est pas pour ça, hein, ça vient bien à cet endroit-là, et puis relation, enfin dans ce cas-là, je trouve quand même qu'on oublie toujours la durabilisation dans le process, c'est quand même vachement important. Et après, relation entre propriétés de base, on intégré toutes les autres avec des relations plus ou moins robustes, sachant que si c'est par exemple une causalité un peu physique, parce que c'est des relations qui sont communes à tous les matériaux cellulaires, ça risque d'être plus robuste que si une relation qui est liée à autre chose. Alors là, à ce stade-là, je fais une petite respiration, mais est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour de la question quelle recherche pour caractériser les ressources en bois dans le contexte de transition à la moi, je pense pas. Vous allez voir ce que je vais vous dire après. Par contre, souvent dans les codivres, on s'arrête à ça.
ne va pas beaucoup plus loin que ça. Et on considère qu'on a fait notre taf, hein, le département écologie et biodiversité, on a fait notre taf, on refile aux autres, ils se débrouillent, etc. C'est qui les autres? C'est justement, tu vas voir, ça va être la question. Non, mais tu vas voir mon discours final. Alors, du coup, je me suis dit, bon, ben, première chose, quand même, quand on caractérise des ressources en bois, on ne peut pas dire qu'on est autocentré sur nous-mêmes, on les caractérise pour qui? On les caractérise bien pour ce qu'il y a de grandeur, c'est quand même une question finalisée, caractériser des ressources en bois, c'est pas juste pour le fun. Alors, on regarde qui s'occupe de caractériser des ressources. Donc ça, c'est une question d'expertise, et par exemple, en France, c'est l'IGN, qui maintenant fait des études de ressources à différentes échelles, nationales, régionales et territoriales, qui a un dispositif qui s'appelle l'inventaire forestier national, qui est un peu fait pour ça. Alors, il n'y a pas que l'IGN qui fait des études de ressources, je pense que l'OMS a dû bien faire des fois des études de ressources, et puis en tout cas, il y a des cabinets d'experts qui prennent des études de ressources. Non, vous ne faites pas ça. Vous gérez les forêts publiques, vous ne les vendez pas, vous les faites pour vous, c'est ça. Voilà, donc l'IGN fait des études de ressources. Alors c'est assez intéressant parce que, j'ai pris celui-là sur l'étude nationale parce que c'est pas mal. Donc vous voyez, une étude nationale publiée en 2016, on la connaît bien celle-là, IGN, FCDA, ADEME, a confirmé la capacité de la forêt française à ce qu'on prélève plus dedans. Donc là, vous retrouvez un peu des trucs à dire en mots avant. Et alors moi, c'est la deuxième truc que je trouve marrant, là, c'était dans cette étude nationale, les volumes de bois d'œuvre étaient basés sur la qualité des grumes évaluées sur le terrain, laquelle ne correspond pas nécessairement aux usages actuels. Afin de s'approcher au plus près de ces derniers, les usages actuels, une réévaluation spécifique des volumes de bois d'œuvre, des essences feuillues, etc., a été menée sur la base de négociations avec les acteurs des filières nationales. C'est intéressant quand même, ça, par rapport à la définition de la qualité. Alors pour vous suivez un peu le raisonnement, hein, voilà comment on fait, comment ils font, ce qu'ils font en tout cas dans l'étude IGN FCBA de 2016, voilà comment les différentes étapes d'une étude de ressources. Les données d'inventaire sur les 16 millions d'hectares à l'époque de la forêt française donnent le stock, c'est-à-dire voilà ce qu'il y a dans la forêt, en volume. Après, là-dessus, vous allez définir une disponibilité, parce qu'évidemment, on ne va pas couper tout le stock tout le temps. Donc la disponibilité, ça s'appuie sur des modèles de croissance, c'est l'idée de comment la forêt va pousser et comment elle va mourir, et puis sur des modèles aussi de gestion forestière, c'est-à-dire raisonnablement, qu'est-ce qu'on peut prélever Après, il y a une réfaction qui est la disponibilité technique et économique, c'est-à-dire que même si en fait on peut couper, on a bien évalué comment ça l'accroissement et qu'est-ce qu'on allait pouvoir couper dedans, en enlevant les endroits où la gestion ne permet pas de couper. On ne va pas couper une forêt jeune, par exemple, parce que les jeunes, il faut laisser pousser, voilà. Donc ça, c'est sur des hypothèses de gestion forestière. Et après, par contre, il y a des endroits où on ne va pas couper parce que les sols sont trop fragiles, parce qu'il y aurait des pertes techniques, enfin voilà, je ne sais plus ce que c'est sur les pentes, et puis la rentabilité économique, il y a des endroits où on ne va pas aller, parce qu'il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de route, on ne va pas y aller comme ça. Donc ça, c'est pour s'approcher au plus près de la réalité, et ça, c'est comme ça qu'ils calculent une étude de ressources. Et quand ils ont fait ça en 2016, les gens me disent, ça ne correspond pas à ce que nous, les utilisateurs, nous sommes comme ressources. Et donc, ils ont redéfini. Alors, en fait, à un moment, évidemment, il y a une question, c'est vous avez l'inventaire, il fait des mesures de diamètre, il fait des mesures, il observe ce qu'on peut voir sur un arbre sur pied dans la forêt. Et donc, il y a un modèle derrière de découpe qui est celui-là. Ce qui est marron, c'est le bois d'œuvre. Ce qui est jaune, c'est le bois énergie, jaune-orange, c'est le bois énergie, bois d'industrie. Puis le vert, c'est les menus bois. Et donc, après, on fait des analyses de statistiques de ça, et ça vous dit, alors ça c'est sur les feuillus, en fonction du diamètre de l'arbre, vous avez un tarif qui vous donne le volume total, grâce à Emerge, c'est ça je ne sais pas quel tarif ils utilisent. Et là-dessus, ça vous dit quelle proportion vous avez de bois d'œuvre, de bois d'industrie, de menu bois, et on voit qu'évidemment, avec le diamètre, c'est pas la même chose. Bon, les petits. Alors, en fait, là, sur les feuillus, comme vous trouvez, la définition du bois d'œuvre, c'est à partir de 20 cm, en dessous de 20 cm, vous n'avez pas de. C'est une estimation. Ah, ben tout, bien sûr, hein, c'est clair. Non, mais tout est basé sur des modèles et des estimations, évidemment, hein, puisqu'on ne mesure pas vraiment le volume, on mesure les diamètres et les hauteurs. On mesure encore moins la qualité, puisqu'on mesure des diamètres et des hauteurs, éventuellement des hauteurs de branches, comme ça. Alors, dans le détail, après, si vous regardez, rapidement, ils se sont aperçus que le bois d'œuvre, ça n'allait pas, parce que. Alors, c'est intéressant, parce que c'est une démarche un peu impérative, on fait des études de ressources aussi.
pour répondre, c'est une démarche d'expertise, hein, c'est une démarche de recherche, c'est une étude de ressources pour répondre aux besoins du mec qui nous a commandé l'étude de ressources. Quoi. Donc là, c'était l'État français pour l'étude nationale, mais pour une étude régionale, ça va être autre chose. Quoi. Et donc, ils font, comme un dire d'expert, quoi. Donc à un moment, ils se disent, ça va pas parce que les gens leur disent, bois d'œuvre, c'est trop vague, il faut distinguer plusieurs qualités de bois d'œuvre. Et donc, ils distinguent, vous voyez, qualité de bois d'œuvre exceptionnelle, bois de sciage de première catégorie, bois de sciage de deuxième qualité. C'est amusant parce que c'est défini par un usage, en fait, celui-là. Donc, exceptionnel, c'est tranchage, déroulage, enfin, voilà, menuiserie fine mérin. Première qualité, c'est charpente, menuiserie, et l'autre, c'est qualité de bois d'œuvre médiocre, mais toujours sillage, qui est style ouvrage traverse. Alors, c'est pas tout à fait les classes ABCD, là, les classes de bleu du commerce, mais c'est un peu ça. Alors, pareil, on voit ce qu'on dit. Il n'est pas tenu compte de l'utilisation réelle du bois selon les usages locaux, en fait, on n'en sait rien, et les caractéristiques internes du bois, c'est pareil, on n'en sait rien. Donc, c'est des critères qui se sont donnés selon les dimensions du bois et les défauts et nœuds visibles sur le tronc, avec des règles qui sont supposées un peu universelles. Alors, faute de mieux, c'est pas mal. Donc, c'est quand même c'est assez intéressant. Alors, après, moi, ça m'a toujours fait rigoler comment ça amène à des trucs, parce que vous définissez bois de sciage de deuxième qualité, certains volumes, un certain diamètre, etc., où il y a des défauts, puis vous dites c'est qualité de bois d'œuvre médiocre. Puis après, un jour, vous avez des mecs à l'INSTI qui vont vous expliquer qu'avec ça, ils ont fait de la charpente super haut de gamme. Et ils sont plus fiers, parce qu'ils disent, ouais, j'ai pris du bois de très mauvaise qualité, et puis je vais en faire de la charpente super haut de gamme. Oui, parce que qui c'est qui a décidé de très mauvaise qualité sur de mauvaise qualité, puisque vous en faites pas du tout de la qualité de bois d'œuvre médiocre, on se rend la compte. Alors le bilan à ce stade-là, c'est l'expertise sur l'évaluation des ressources, comment elle fonctionne. Alors elle a besoin de ventiler des volumes en place d'usage. Elle ne mobilise pas vraiment la science sur la qualité du bois. Tout ce que je vous ai dit avant, tout ça, elle ne mobilise pas du tout. Elle ventile les volumes par qualité en fonction d'usages potentiels qui sont définis par les critères visuels directement observables et observés par la lumière. Donc c'est des critères essentiellement nombre-métriques. On ne sait pas si les usages représentent une réalité de la filière, c'est très honnête, ils vous disent qu'on ne sait pas. Et l'autre défaut un peu du truc, c'est qu'on fige aussi la définition de la qualité avec des critères nombre-métriques qu'on peut caler à un moment donné et pas très justifiés. Et on ne tient pas compte de l'impact des innovations. Si quelqu'un se met à utiliser des bois d'œuvre de très mauvaise qualité pour faire un super produit, tant mieux pour lui, il a fait créer un pas le bois très cher, c'est bon. Mais enfin, par contre, pour ceux qui estiment la ressource, c'est un peu dommage, parce qu'ils vont rater quand même une formation. Et on ne cherche pas non plus à utiliser ces critères bruts observés pour en déduire d'autres indicateurs de qualité, alors que finalement, c'était quand même aussi un peu tout l'objectif des modèles de qualité du début. Et Pretsch, par exemple, quand il fait son truc, lui, il prend des critères nombre-métriques qui sont tout à fait mesurés en inventaire, il n'a pas le temps d'en faire des critères de qualité qui justifient autrement. Voilà. Et par contre, l'évaluation des ressources, on voit bien qu'avec l'étude nationale est intéressante, c'est-à-dire que comme derrière les usagers ils disent non, là, on voit bien, on a bien fini, vous me racontez n'importe quoi, la disponibilité, c'est pas autant de l'étude que ce que vous dites. Du coup, elle commence à s'interroger un peu à ce que sont les usages réels, au-delà de cette qualité dans le et ils sont prêts à trouver des solutions pour que ça colle mieux avec la réalité. Alors voilà, je suis toujours garde mon fil. Mais alors, quelle recherche pour caractériser les ressources en bois? On n'est pas très avancé là-dessus. Maintenant, il y a quand même quelques mots-clés de ma question que je n'ai pas exploitée. C'est quoi la filière bois? Puisque je dois travailler pour la filière bois. Après, je cherche quelle recherche pour caractériser la qualité des bois dans une filière, etc. Alors, la filière bois, schéma, celui-là, il est assez simple, mais quand même, une sorte de. J'en savais, mais c'est l'Académie de l'agriculture qui l'a donné. Alors voilà, ça, on apprend ça à l'école. On vous dit la filière bois, mais elle est segmentée en 3 parties. La partie forêt, jusqu'à la récolte, la première transfo, la deuxième transfo. Et après, vous avez 3 grandes filières, bois énergie, bois d'œuvre, bois d'industrie. Le bois énergie, on le broie, sauf les bûches, je vous ai pas dit. Le bois d'œuvre, on le scie, on le tranche, on le déroule. Et le bois d'industrie, on le triture. Et derrière, alors, en dehors du fait que c'est un peu caricatural, bon, il y a quand même un peu de boucle de rétroaction, il y a des petits trucs vers le recyclage, que ça, on est quand même conscient que c'est pas si linéaire que ça. Mais quand même, le recyclage, il est timide, on peut dire, sur ce graphique. Ce qui est intéressant, par contre, et que moi j'ai toujours bien retenu, c'est la première transformation, récolte et deuxième transformation, ça c'est quand même une réalité assez objective, c'est que la première transformation, elle est bien coincée entre les deux. Le lecteur de la deuxième transformation,
il est orienté vers ses consommateurs et vers son produit final. Il utilise du bois souvent au milieu d'autres choses et il peut éventuellement substituer le bois à un autre fabricant de meubles et décider à un moment qu'il ne fait plus des meubles en bois. Les charpentes, on peut aussi décider de changer. De l'autre côté, par contre, la première transformation, elle est quand même vraiment beaucoup plus proche de la forêt et elle connaît bien le monde forestier, elle est vraiment intermédiaire. Elle connaît ses clients, etc. C'est pas une position forcément facile, c'est souvent d'ailleurs un peu le maillon un peu faible de la filière. Alors je voulais quand même vous les montrer cela parce que ça c'était la filière nationale un peu théorique. Puis alors après on regarde, je ne sais pas si on peut parler de, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, mais voilà, ça c'est la filière forêt-bois de la Bourgogne. Alors, je crois que j'ai trouvé sur le site de Fibois, il y a longtemps. Et regardez, c'est rigolo, on retrouve à peu près la même chose. Hein. C'est quand même assez linéaire, donc ça va bien de la récolte, première transfo et puis les produits finis. On en retrouve bien bois d'œuvre, bois d'industrie, bois énergie. On voit plein de chemins, c'est un peu moins linéaire qu'avant. Et puis c'est un peu plus incarné quand même. Quoi. Il y a des vrais gens, il y a des vraies industries, etc. La forêt et le bois avancent ensemble. Hein. Si on réfléchit à ces termes avant, c'est quand même assez intéressant. Alors celle-là, je l'adore, c'est Chercher Charlie. Donc ça, c'est le schéma de la filière forêt-bois qu'on trouve sur le site de Fibois qu'on teste. Alors ils disent pas que c'est la filière, c'est la forêt, c'est Fibois qui... Ils appellent ça la collective du bois et de la forêt, c'est intéressant. Et alors là, il n'y a plus de lien entre personnes. Par contre, je pense que le dessin, il montre clairement qu'il y a la forêt en haut et puis le reste en bas, mais c'est quand même organisé dans l'espace. Vous trouvez aussi les produits forestiers non lumineux, tout ça est réparti en territoire. Super intéressant celui-là. Et ça, on voit les différentes représentations. Il y a la chasse, enfin, il y a un peu tout l'acrobranche. Donc là, on a la forêt et le bois qu'on n'ose pas trop relier, on n'ose pas trop formaliser l'interaction, mais en tout cas, on les a tous mis sur le même truc et vous pouvez vous amuser à chercher les gens. Alors après, ces incarnations un peu, il faut regarder, enfin, c'est des dessins, ça veut dire quelque chose, hein, les gens qui ont dessiné, je pense qu'ils ont une idée en tête de qu'est-ce que c'est. Maintenant, on va aller attaquer un autre gros mot du titre, c'est la bioéconomie. Transition de filière bois vers la bioéconomie, qu'est-ce que ça veut dire que ça? Pour analyser ça, je m'appuie, je ne suis pas une experte du tout de bioéconomie, donc je m'appuie sur ce que j'ai lu, et notamment sur un rapport qui a été fait par INRAE dans le cadre d'un atelier de réflexion prospective, on s'appelle des ARP, sur la bioéconomie. Et l'objectif de cet atelier, c'était de produire des idées sur quelles priorités de recherche sur la bioéconomie. Je vous en fais un peu ma synthèse à moi. Alors, première question, c'est quoi la bioéconomie? La bioéconomie, définition, c'est une stratégie de développement d'une économie circulaire durable. Circulaire, je pense qu'on comprend à peu près, durable, fondée sur la production, la transformation et le recyclage de ressources biologiques renouvelables, permettant en particulier de substituer du carbone renouvelable à carbone fossile, contribuant ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre, tout en préservant les ressources naturelles, la biodiversité, en modifiant les services écosystémiques. Alors, moi, je ne sais pas vous, quand je dis ça, c'est juste la filière bois, c'est juste écrit par François, c'est hallucinant. C'est qui, quoi? C'est Nick Axelot, c'est l'autonomie. Ouais, mais non, mais ça, c'est ça en fait, c'est pas lui qui l'a écrit, c'est la stratégie européenne de l'économie que tu m'as trouvé dans les stratégies. Je dis pourquoi ça, c'est juste la filière bois finalement. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous réinventer des trucs, les agronomes, les technocrates de partout. Ça, c'est juste la filière bois, dans laquelle on a bien mis la gestion durable des forêts, avec la biodiversité, tout ça. Enfin, on reconnaît notre valeur, et qu'après on va passer l'âge du charbon, l'âge du pétrole, on va revenir à l'âge du bois. On va quand même un petit peu le moderniser. Alors ça, c'est jamais dit, c'est une réaction de moi. Je me dis, c'est comme d'habitude, les forestiers, ils font de la bioéconomie depuis toujours, sauf qu'ils sont bons, ils ne savent pas le... Alors, une fois que j'ai dépassé ce mouvement de mauvaise humeur, je continue quand même, je me dis, non, quand même, c'est quand même intéressant de l'économie, parce que ça formalise des trucs que nous, on ne sait pas formaliser. Alors, on continue à m'informer. Donc, je dis, la bioéconomie, ce n'est pas une science, donc ça, il faut bien dire, il faut pas avoir de confusion, la bioéconomie, ce n'est pas une discipline de l'économie, ce n'est pas une science économique. Ce n'est pas non plus une technologie, une combinaison de solutions technologiques. Si vous pensez que l'économie, c'était la bioraffinerie, la fabrication de biocarburants, etc., vous sortez ça de la tête, ce n'est pas non plus ça. Ce n'est pas un nouveau secteur industriel, c'est un concept sociopolitique. C'est vraiment une vision de la société. Et cette vision de la société, les chercheurs en économie politique, donc les gens un peu comme Arnaud, là, j'imagine, nous déclinent ça, enfin, il y a des articles, ils nous déclinent ça en plusieurs visions qui sont pas, enfin, qui s'affrontent, qui sont pas forcément incompatibles, mais qui s'affrontent. Alors, je vais les prendre dans l'ordre du bas.
La vision bioécologique, c'est bioeconomics. C'est vraiment une vision qui a été définie par un économiste qui était Nicolas Georgescu-Roegen, qui était un Romain, qui a vécu au siècle dernier, qui est un économiste, un peu mathématicien, un peu physicien assez fameux, et qui était vraiment une vision, alors on dit à durabilité forte, c'est-à-dire que c'était vraiment l'écologie et la biosphère qui étaient au centre de l'écologie. Et en fait, pour les économistes, pour les politiques d'aujourd'hui, Georgescu-Roegen, c'est le père de la violence. C'est une personne qui a dit on ne peut plus continuer à vivre comme ça, mais il faut, le seul système économique qui pourra fonctionner en accord avec la planète, c'est la décroissance. Alors vous savez que ce n'est pas un truc politiquement dominant aujourd'hui, donc c'est pour ça que cette vision, il faut se la garder sous le coude, mais elle n'est pas dominante, c'est comme ça. Comme la bioéconomie, encore une fois, c'est une stratégie, forcément, c'est lié à la vision politique dominante. La vision biotechnologique, elle a été très longtemps dominante, on voyait très bien dans les stratégies du Marley, c'était la vision un peu positiviste qui était la bioéconomie, c'est en effet quelque chose qui va substituer du carbone renouvelable et tout ça, mais on va le faire, c'est la techno en fait qui va résoudre tous les problèmes. Donc grâce aux biotechnologies, on va sans difficulté arrêter le pétrole et puis on fera tout le reste avec des ressources biologiques renouvelables et la question elle est uniquement technologique. Alors celle-là, elle est moins dominante que ce qu'elle a été, parce que bon, elle n'a pas eu tout à fait les succès escomptés, elle existe quand même toujours un petit peu, mais aujourd'hui elle n'est pas dominante. Et la vision biosourcée, c'est celle qui actuellement est politiquement dominante. C'est donc l'idée, en effet, que technologie, oui, mais pas que, c'est-à-dire qu'on doit aussi se préoccuper quand même des ressources naturelles, de la préservation des écosystèmes, etc. Et ça, donc il faut bien se dire que quand on raisonne aussi sur l'économie, implicitement, on est là très tributaire de la vision politique. Quand on parle de l'économie qui a un besoin de la technologie dedans, quelque part, ça veut dire que vous faites référence à une stratégie politique, et qu'aujourd'hui, c'est quand même plutôt celle-là. Je continue, voilà, monsieur Georgescu, c'est peut-être. Alors maintenant, pourquoi je parle d'une bioéconomie forestière au lieu d'une filière bois? Vous avez vu la présentation de la filière bois là, au début, là, très linéaire, avec bois énergie, on fait des plaquettes ou des bûches, bois d'œuvre, sciage, tranchage, déroulage, et puis bois de trituration, et bien le pâte à papier au panneau. Là, vous voyez un dessin qui est intéressant, puisque c'est un article de collègues suédois. Qui montre que, alors c'est marrant parce qu'il parle bien de la définition de l'art, parce que il n'a pas découpé en bois énergie, etc. Et on voit les filières. Donc en effet, le tronc, là, il est plutôt vers le sillage. Et vous voyez ici les chips de cellulose, etc. Enfin, on voit les connexes là, qui passent ici. Là, vous avez la partie énergie, mais c'est pas que du bois de chauffage, hein, c'est aussi d'autres choses. On prend de l'électricité, de la chaleur, etc. Même des carburants liquides. Et puis de l'autre côté, le bois de trituration, il ne fait pas que du papier ou des cartons, il fait aussi des textiles, des chimiques, etc. Donc ça, c'est la vision un peu plus moderne. On peut l'appeler du raffinerie, comme vous voulez, mais finalement, c'est quelque chose. Et les filières sont beaucoup moins linéaires. On voit qu'il y a des tas de bifurcations en plus. Donc ça, c'est une des premières raisons pour laquelle on peut dire que la filière bois se transforme, c'est qu'elle s'intègre dans ce système de nouveau de la bio-raffinerie, de la bioéconomie, de l'utilisation de la biomasse, pour beaucoup plus d'usages. Maintenant, ce schéma, je trouve très intéressant sur la présentation de la filière bois, comment elle change. Alors celui-là, c'est la plaquette de l'Ensteel, qui existe depuis 2014, pas nouveau. Donc la représentation de l'Ensteel. Alors vous y retrouvez plus rien, vous ne trouvez plus la première console, tout ça. Alors la forêt, comme on l'a dit, on avait une représentation de la forêt un petit peu schématique, mais vous avez c'est ça. Donc là, vous avez la récolte. Et puis à l'estime, on place la scierie comme un point un peu névralgique, là qui est au milieu. Puis à l'autre bout, vous avez l'énergie, mais l'énergie, c'est pas une filière qui vient comme ça de la forêt, c'est un truc sur lequel tout converge à la fin. Donc c'est vraiment l'énergie, c'est la destination finale finalement de tous les produits en fin de vie. Alors il y en a qui vont y aller tout de suite, il y en a qui vont y aller en fin de vie. Alors que d'habitude, dans la filière bois, on oublie un peu ça. Et puis là, finalement, on est un peu entre la première et la deuxième transfo, si pas trop détailler le principal. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que quand on veut aller jusqu'au recyclage, on veut aller jusqu'au cycle de vie global, et vraiment ces concepts d'économie circulaire, là, on met un peu ce qu'on va appeler une troisième transformation, un peu entre la deuxième et la troisième, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'à la mise en œuvre du produit dans son cadre final, et on va le suivre jusqu'à la fin. Donc ça, c'est assez moderne. Là, on est vraiment sur une idée d'économie circulaire et plus de filière bois linéaire qui s'arrête à la vente du produit. Alors, je reprends mon ARP, là, les documents de Monique Axelos et compagnie. À un moment, il y a un graphique qui est intéressant. Alors, je vous passe tout le rapport, parce qu'il est un peu long, mais à un moment, sort un graphique comme ça, qui est le système de l'économie territoriale. Alors, pareil, si vous voulez le repérer un peu, il y a beaucoup de choses là-dedans, mais
En gros, il dit il y a un système de production, il y a un système de transformation et il y a un système de consommation. Et ce qui est la bioéconomie, c'est le fait que tout ça fonctionne ensemble. Donc c'est ça le concept un peu nouveau, je dirais, qui moi je trouve intéressant dans le rapport, c'est que la bioéconomie, c'est concevoir non pas chaque système indépendamment, mais le truc qui relie de tout ça ensemble. Alors après, bon, ils vous mettent, ça c'est plutôt écologique, on va dire, c'est l'écosystème, ça c'est plutôt les races éco-sociaux, là, et puis là, c'est plutôt ensemble. Mais n'empêche que ça nous incite quand même à travailler ensemble parce que c'est ça qui est important. Là autour, il y a un certain nombre de choses, et puis c'est territorial, mais le territoire, il n'est pas isolé, il est international, il est territoire, etc. Et alors là où ils sont sympas, c'est qu'à la fin, ils nous sortent des priorités de recherche, et qu'ils les remettent sur le graphique, un peu à l'os. Alors là, je suis content, parce que vous avez la question, c'est quelle recherche pour les ressources et tout ça. Et alors j'en ai un, je dis, c'est pour moi, ça doit qualifier les biomasses dans toute leur diversité pour un usage raisonné. Je vais m'enseigner et je vais voir ma réponse. Et alors, du coup, je regarde un peu ce défi. Comment il se décline? Alors voilà les priorités de recherche réalisées par des gens. Là, donc, ils disent, premier truc, alors vous allez voir quand il faut replacer ça dans le contexte ouest, même penser dans un contexte un peu agricole. On va voir. Connaissance fine des relations entre la biosynthèse sous conditions de culture contrôlée au champ et la variabilité compositionnelle et structurale de la biomasse, des échelles macroscopiques et submacroscopiques, la prise en place des structures, la morphogénie. Moi, je me retrouve assez bien là-dedans. Je pense que ce que vous avez appris, l'isogénèse et tout ça, il y a juste que on sent que c'est quand même plutôt. Enfin, il manque un peu la dimension écologique pour moi là-dedans. Enfin, pas beaucoup. Mais parce que nous, on est sur des écosystèmes peu anthropisés, il faut penser que les gens qui font ça, ils sont quand même sur des trucs qui sont avec quoi les beaucoup plus. Mais c'est pas très grave, enfin, on n'est pas très loin en fait, c'est pas un problème. Donc ça, moi je mets un tiret, parce que je me dis, c'est tout ce que je vous ai montré avant, c'est ce qui nous a révélé aussi pendant 2 jours, oui, on va dire. Deuxième question, c'est caractérisation de la variabilité des biomasses primaires. Donc primaire, c'est ce qui sort du système de production, sur des bases structurales ou professionnelles, etc., qui pourraient être ensuite standardisées et facilement implémentées. Est-ce qu'on fait ça? Je vais laisser réfléchir. Moi je pense qu'on le fait à peu près, mais pas complètement. Donc, si vous regardez, c'est fou de la littérature, construction de bases de données, structure comme fonction sur les espèces les plus courantes avec les méthodes spectroscopiques, déploiement des méthodes après vulgarisation, etc. Enrichissement des inventaires, je pense qu'on ne parle pas tout à fait de la même chose, on fait quand même moins. Donc, bon, je vous dis, on n'est peut-être pas si loin, mais si vous en avez bien, on n'est quand même pas tout à fait. Nouveau truc, c'est caractérisation du potentiel des sous-produits et des déchets comme nouveau gisement de fonctionnalité sur la base des connaissances des relations de position sur toute fonction. Alors, s'il y a quelqu'un qui fait ça, en tout cas, c'est pas nous. Parce que nous, à Écodir, on s'arrête à la forêt, on est sur le socio-écosystème de la forêt. Or, quand vous allez parler de la ressource de l'économie dans un territoire, le recyclage, si vous voulez, si on le fait indépendamment, on ne peut pas à côté de la tête. Puis on a des tas d'exemples où on se pose la question de comment développer une filière pour la chimie verte. Première question, c'est est-ce qu'on prend du bois qui sort de la forêt ou est-ce qu'on prend du bois qui sort de contexte de circuit? Si ce n'est pas les mêmes qui font l'évaluation des bois dans la forêt et des contextes de circuit, on peut pas. Donc moi j'ai mis un petit moins, on le fait un peu, mais quand même pas trop. Et puis le dernier truc, c'est le développement de modèles de décision multicritères pour orienter les biomasses, etc. à différentes échelles de relation potentielle. Alors là, j'ai mis un gros point d'interrogation parce que je pense qu'on veut qu'ils font, mais pas trop. Je pense que c'est jamais trop posé la question comme ça. Alors moi, je dirais qu'on ne le fait pas, on ne peut pas dire qu'on ne le fait pas du tout. Alors, on va vous donner un exemple, un magnifique outil de la décision, pour l'instant qui est encore un peu jeune, mais qui est bien approprié en tout cas par l'IGN, qui est présenté dans le numéro de livre par l'IGN qui s'appelle La bioéconomie forestière, qui est publié par la publication qui est l'outil extraforest, un site web, etc. Et l'outil extraforest se présente comme un outil de la décision en plusieurs parties. Alors c'est une vision, c'est un outil d'hygiène, une première partie. Vous vous intéressez, vous voulez développer la bioéconomie forestière dans votre territoire. Première chose, c'est localiser les sites de transformation ou de production d'intérêt, donc transformation, ce niveau-là. Donc, vous voyez, première transformation, utilité du bois énergie agricole, donc c'est les points. On commence à cartographier les entreprises du territoire. Deuxième truc, ça c'est le savoir-faire, on va dire, de formation géographique spécialisée de l'IGN. Vous voulez développer la bioéconomie forestière, vous donnez un certain rayon, parce que vous voulez la faire locale, etc. Donc vous voulez savoir votre bassin d'approvisionnement, vous le décidez, par exemple, à 1 heure de route autour de Dijon. Donc
Donc ça, évidemment, ça dépend du réseau entier. Ça, l'IGS calcule ça, et donc on définit un périmètre qui correspond à l'aire de route autorisée. Après, vous faites l'analyse de la ressource dans ce périmètre-là. Et c'est là où ce qu'on a fait nous, quoi, la contribution de la recherche, ça a été, on laisse l'IGN faire à partir de son inventaire des mesures de volume, mais comme en l'occurrence il s'agit de développer des filières qui sont plutôt basées sur la valorisation des extractibles du bois, on a identifié au préalable que les extractibles ils sont plutôt dans les nœuds. Donc, on a mis en place la chaîne de modèles qui permet de passer de la ressource en volume à la ressource en quantité d'extractibles. Ça veut dire avoir des mesures de composition chimique comme extractibles, avoir des mesures de la densité, savoir le ventiler comme il faut, etc. Et savoir combien il y a de nœuds. Et la on va dire au forestier, il faut faire plein de nœuds. Il y a des choses qui m'inquiètent, on va toujours passer. Dernière chose, c'est le modèle de filière. Vous voyez, il parlait d'assimiler les ressources à différentes filières. De derrière, en plus, il y a un modèle de filière qui avait été fait pour calculer le bilan carbone de la filière en rajoutant le carbone dans la forêt, mais aussi le carbone dans le produit du bois et le carbone substitué. Donc on a un outil de filière qui se trouve sous CAP6. Et là aussi, celui-là, il faut le nourrir en données. Donc cet outil-là, il existe. Et pour l'instant, on va voir comment il existe. Alors j'essaie d'aller un peu plus vite. Je vais juste dire 2-3 trucs qui sont vraiment typiques de la filière forêt-bois. L'enjeu du tri et du placement des biomasses, c'est d'assigner les biomasses. Cette idée qu'on dit dans les bioraffineries que chacun est le fournisseur de l'autre, etc., dans la filière forêt-bois, c'est connu depuis longtemps. On a dit, on sait bien qu'ils diffusent leur truc à tout le monde. Ce qui est un peu nouveau, c'est le recyclage, on en parle moins. Et alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on commence à retrouver ça. Quand je discute avec des collègues du monde agricole, on commence à poser la question en termes de comment on va relier la bioéconomie, les usages non alimentaires de la biomasse, c'est ça, à l'agroécologie. Et il y a quelques années, les gens qui travaillaient sur l'agroécologie, leur préoccupation, c'était comment on va faire évoluer les agriculteurs bio. Et ils ne voulaient pas entendre parler de la bioraffinerie, qui était comment on va faire des usages non alimentaires de la biomasse. Et du coup, c'est la compétition terre agricole, qui a été très vite évidemment. Et alors aujourd'hui, on voit qu'ils sont en train de se parler un peu plus. Et notamment, en fait, le truc, on s'aperçoit, c'est que l'agriculture bio, ça produit. Enfin, ce qui rapporte à l'agriculteur, c'est de faire des cultures alimentaires. Donc, c'est de faire des trucs par bouffer, c'est le truc que vous achetez dans le magasin bio avec des graines de chia. Et alors, moi, je ne savais pas, mais nous, les gens, là, les hommes, on ne mange pas tout dans la plante. Mais ça fait un boxer, on mange des graines, on fait de la pâte. Et alors là, c'est encore pire. En fait, toutes ces nouvelles cultures, ça fait plein de déchets, on mange plus de ça. Et par contre, du coup, ils sont en train de se dire, bah, finalement, ces déchets, on pourrait les mettre dans les filières, les raffineries, etc. Peut-être que ça nous ferait plus de valeur ajoutée. Puis c'est aussi l'idée de la méthanisation, par exemple, chez les agriculteurs. Alors moi, je me suis dit, c'est comme nous, on fait l'alimentaire au Bégas, donc on donne revenu à l'agriculteur, c'est le chêne amérin. Finalement, quand on fait du chêne amérin, il faut aussi prendre des trucs. L'autre chose que je vais vous montrer, c'est les nouveaux accords. Là aussi, je vais assez vite, je vais dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a vraiment de nouvelles filières issues du bois. Donc ça, c'est un numéro spécial des phases politiques économiques, ça l'année dernière. Puis il y a aussi un rapport qui est plus ancien. Nouveaux produits pour la construction. Nouveaux produits, ça peut paraître anecdotique. Vous voyez, en Norvège, et puis c'est arrivé avec Pinot, il fait un truc comme ça aussi. Vous pouvez utiliser le bois pour faire bouffer les poissons. Voilà. Et puis le textile, vous imaginez pas, mais le textile, c'est en train de devenir pour les Finlandais un marché énorme. Quand vous achetez des trucs à la qualité, puis ça, c'est un autre article qui est marrant, enfin, vous le regarderez, c'est de voir des collègues qui ont essayé d'aller enquêter sur de nouveaux business models pour la bioéconomie forestière. Si vous regardez les boîtes qu'ils ont enquêtées, vous n'avez jamais imaginé que c'était des boîtes qui pouvaient avoir un rapport avec la ressource forestière. Un petit truc amusant, je vais passer vite. Vous voyez, ça, c'est un truc qui est sorti en 2006, publié par l'Institut français pétrole et énergie renouvelable, c'est ça qu'il a fait. Et alors, des fois, les énergéticiens, c'est pas toujours facile de parler avec eux de la forêt. Ça ne vous choque pas, ça 2006, c'est une baguette pas fait sérieuse. La biomasse dans le monde, c'est 170 gigatonnes de disponibles et seulement 6 gigatonnes. On va le dire, les gars. Vous savez ce que c'est, les 170 gigatonnes. Si vous coupez les 170 gigatonnes, vous avez des forestiers qui ne pas de. Ça leur faisait pas peur. Donc c'est intéressant parce que je pense qu'aujourd'hui, ils font gaffe, mais vous voyez, on parle loin, c'est-à-dire l'idée de disponible était quand même très très haut. Celui-là aussi, il est grandiose. Donc celle-là, il y a une rade dans un coin là-haut, là. J'ai jamais retrouvé la source. J'ai piqué dans le cours d'un collègue à l'Europaritech. Ils étaient tout fiers du truc parce que c'était de la plante au produit à usage alimentaire. Voilà la plante. Le bois. Ça, c'est la plante. Et alors, ils ont découvert aussi que toutes les plantes
Toutes les plantes, on en fait du biocarburant, et puis on en fait aussi des agromatériaux. Et le bois, on en fait que du chauffage. Donc, vous voyez, ah oui, c'est ça, on en fait du chauffage, mais bon, pas bon. C'est pas l'électricité, ça ne pas. Et surtout, on n'en fait pas des agromatériaux. Et le pire, c'est qu'ils ne voyaient pas l'erreur quand je leur ai dit, comment je la refais la séquence. Je mets un arbre à la place, puis je mets le truc. Oh ben non, ouais. Originalité de notre économie forestière, ça je passe là-dessus, parce qu'à un moment on en a pas mal parlé, c'est que le propriétaire par rapport à l'agriculteur, il n'est pas toujours déjà obligé de vendre. Donc ça, c'est dans la forêt publique, c'est un peu différent, mais que les enquêtes là, qui sont faites auprès des propriétaires privés, on s'intéresse au consentement du propriétaire à couper son bois, et on voit que il y en a c'est 80%, etc. Et ce qui est quand même marrant, c'est après, c'est quel type de bois ils veulent couper. Les petits propriétaires, ils veulent couper leur bois, mais ils comptent pour eux, c'est pour l'autoconsommation, donc ça revient à ce que disait Mathieu avant sur l'intérêt de ces filières-là. Contexte du code de tension, ça aussi on a déjà vu, je vais pas en parler. Instabilité inquiétante de la ressource, ça aussi on en a parlé, c'est le fait que la ressource va devenir de plus en plus sévère, etc., et ça va changer tout le temps. Et donc la question finalement que je me suis posée, c'est quoi la ressource en fait? Parce que finalement on parle de ressources depuis le début. Alors là, moi je connais chez Poney, je me dit je vais aller voir mes copains en sciences de gestion, je vais leur demander qu'est-ce que vous appelez une ressource? Alors ils m'ont dit que nous, une ressource, quand tu fais de la stratégie de l'entreprise, c'est quand même bien là, tu analyses tes ressources. Tu peux faire quelque chose, tu fais un projet, tu analyses tes ressources. Donc ok, donc, il y a des méthodes, non, on ne sait pas. Et c'est quoi des ressources? Il y a des ressources humaines, des ressources financières, des ressources physiques. Alors dans les ressources physiques, il y a les équipements, les machines, c'est de production, etc. Ressources organisationnelles, ressources technologiques, etc. Et ouais, je comprends pourquoi, quand on arrive avec le modèle de ressources en disant on va vous filer nos trucs, le modèle de qualité du bois, et puis démerdez-nous de faire notre économie, on est un peu light quand même. Quand tu dis donner la décision. Parce que voilà, pour faire un système économique, il faut s'intéresser à tous ces types de ressources-là. Donc le mot ressources, on a quand même un petit peu, on a tendance à le rétrécir un petit peu. Voilà. Je comprends pourquoi on ne fait pas si facilement du modèle de la décision avec le simulateur croissance-qualité. On utilise la décision dans une filière économique qui se cherche. Alors après, j'ai été voir mes copains géographes, cette fois, Jonathan Anglais, Arnaud a déjà fait ça ici. Alors il m'a bien expliqué ce que c'était que les ressources pour les géographes. Alors, il me dit, nous, dans les géographes. Alors la géographie, c'est une science qui spatialise et qui s'intéresse à plein de choses, mais c'est surtout une approche spatialisée. Donc il y a deux approches, ça c'est la clé. Approche par les flux, pour présenter les ressources du territoire par les flux, alors les flux de matière, mais aussi les flux éventuellement d'énergie, d'information, etc., qui échangent les acteurs. C'est le territoire, les ressources du territoire. Approche par la dynamique d'acteurs, c'est tout ce qu'on a en nous, c'est l'histoire de la cohérence, etc. C'est regarder comment les gens coopèrent et comment ils travaillent. Question vraiment essentielle, c'est qu'une ressource, et ça pour moi c'est vraiment un truc qu'on n'a jamais assigné qui est essentiel, c'est une ressource à l'inexistence qu'on peut utiliser. Et donc ça c'est très clair aussi, là-dessus, c'est une notion constructiviste. Une ressource forestière a un potentiel de mobilisation, mais elle devient ressource que s'il y a un processus qui la relie à la fin. Et la coordination entre les acteurs est essentielle, ça ne suffit pas. Donc voilà, j'ai un exemple pour me faire comprendre. Le pain maritime est une ressource dans les Landes, le pain d'Alette n'est pas encore une ressource. Synthétisme. Après, il y a aussi une attention qui est intéressante, c'est tous ces labels autour de l'économie un peu de la qualité. Autour de qualité, il a dit, ça me semble aussi, c'est pas que la qualité intrinsèque de la matière, c'est aussi justement, si vous savez, une fois que vous avez accepté qu'une ressource devient ressource, parce que derrière il y a un système de transformation et d'usage, derrière on voit bien que la qualité, c'est pas juste le fait que le bois il a telle propriété, c'est le fait qu'il est capable de s'insérer dans le label. Économie du carbone, aussi, qui rajoute encore un truc un peu plus compliqué, mais ça, on en parle plus que moi. Et le truc qui est vraiment important, c'est qu'ils disent aujourd'hui, si on veut travailler sur les ressources d'un territoire, comprendre ce qui fait la dynamique du territoire, comprendre la dynamique de l'énergie, on ne peut pas faire une dichotomie en disant d'un côté on utilise la ressource physique, de l'autre côté on utilise la ressource construite, c'est écrit très clairement dans les géographes. Il faut vraiment considérer les deux à la fois parce qu'il y a des interactions très très fortes. Et une ressource devient appropriée par les gens parce qu'elle a certaines qualités physiques, et une ressource physique ne devient pas spontanément ressource construite s'il n'y a personne pour s'en occuper. Conclusion, je suis désolée, j'ai été beaucoup trop long. And so what? Alors, première chose, moi je vois trois questions en fait à travailler. On fait pas, donc disciplinarité en trois sessions. C'est comment, la première question, c'est comment la bioéconomie transforme les ressources en bois. La bioéconomie, c'est une nouvelle conception du système de production, transformation et usage.
Et du coup, le cadre conceptuel, c'est quoi les ressources en bois, avec cette idée que la ressource est construite, et comment ces ressources, elles changent avec la bioéconomie. L'économie, je le rappelle, c'est une stratégie. Et cette stratégie, elle se met dans un éco-socio, et moi je rajoute technosystème, parce que du fait toute les technologies, même si on dit que ce n'est pas tout ça, c'est aussi ça. Alors on peut choisir de simplifier en disant que les ressources, on les regarde que du point de vue social, c'est-à-dire que du point de vue des savoir-faire, de la bête, etc., que du point de vue techno, c'est-à-dire la nouvelle technologie qui se plante, ou que du point de vue écologique sur ces nous, comme les arbres qui poussent. Et si on fait ça, il faut quand même être conscient des simplifications qu'on fait. Et le risque, sinon, c'est de passer dans de passer à côté de nouvelles ressources. En même temps, on va forcément se poser la question, c'est ce qu'il a regardé aussi, c'est d'imaginer que l'économie et que les ressources vont se construire par rapport à un discours d'écologisation et d'adaptation. Donc, comment l'adaptation des écosystèmes au changement global transforme les ressources en bois. Et là, on retrouve tout ce qu'on sait faire, hein, c'est-à-dire la physio ou l'écologie du bois, mais la vraie question qu'on ne sait pas encore faire, c'est comment on intègre ces approches dans une norme de la décision. Il ne faut pas croire que ça va se faire tout seul. C'est un travail de recherche translationnelle, comme disait le médecin. Et puis au milieu, il y a un moment, il faudra quand même, on retrouve quand même un besoin de savoir-faire, c'est que si vous voulez passer du système de transformation, production, enfin, du système de l'économie à l'adaptation des écosystèmes, il faudra quand même au milieu qui donne des informations sur comment on caractérise la qualité des bois. Et alors, moi j'avais appelé ça dans le PPR les indicateurs hard. Donc c'est ce que mes collègues là, ils appellent ça les fonctionnalités et les structures. Donc nous on appelle ça les propriétés. Mais aussi tout ce qui est soft, c'est-à-dire tout ce qui donne une image au bois, etc. Et puis, voilà les trois questions. Et donc, ces trois questions, la proposition, je réponds à la question, il faut le faire en interdisciplinarité. L'interdisciplinarité, ça ne se décrète pas en claquant des doigts. Et moi, mon impression en ayant discuté avec des communautés d'agronomes, c'est que si on veut que ça marche, il faut trouver des trucs qui nous rassemblent un peu. Et moi, je vois deux enjeux, enfin deux trucs qui peuvent marcher. C'est les modèles de flux. Ces modèles de flux, ils sont d'abord des modèles physiques. Et ceux-là, ils peuvent quand même aider à rassembler les communautés. Donc, ça s'appelle ACV, ACV territorial, modèle de croissance et de dynamique des forêts les autres. Ça, on a vu déjà des exemples qui montrent que ça rapproche assez facilement les communautés. Et la deuxième, c'est un ou des projets à une dimension territoriale, avec une entrée soit par la bioéconomie, soit par l'adaptation des écosystèmes, mais un ou deux projets, et à mon avis, plutôt territorialisés. Et avec aussi recours à des savoir-faire qu'on n'a pas forcément. Si on veut aller jusqu'à l'aide à la décision, alors si on regarde les gens qui font ça, il y a certainement des idées à mettre en place. Enfin, aller regarder les gens, les sciences de la décision, en fait, notamment des outils qui ne sont pas très difficiles à s'approprier, un type d'évaluation de petits critères, ou les méthodes vraiment de co-construction, ce qu'ils nous ont montré aussi au Québec, c'est formidable. Mais on ne fait pas la recherche dans son coin et puis on laisse les gens faire leur truc dans leur coin aussi, puis après on dit qui est son coin, et puis après c'est leur avis. Donc on essaye de faire des approches, et ça aussi c'est ce qu'on a. Désolé d'avoir été trop long. J'avais pas dit.